Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est une mauvaise nouvelle qui est tombée. Là. C'est tôt ce matin que la police a été appelée sur la rive nord de Montréal, dans le coin de Terrebonne, pour intervenir. Et malheureusement, ça semble être un autre féminicide qui frappe le Québec. 12e femme tuée dans la province depuis le début de l'année. 3e femme dans les 8 derniers jours, là, surtout. Donc, c'est une tendance inquiétante ces temps-ci. Et là, c'est Marie-Claude Par contre, Raymond. les deux autres, c'était pas un contexte conjugal. Il y en a une, c'est une nouvelle coloc qu'elle avait voulu rendre service. Puis l'autre, c'est celle de Montmagny. C'est complètement fou, là. Celle de Montmagny, c'est carrément un inconnu sans aucun lien, sans aucune relation, qui est débarqué chez elle, qui l'a assassiné. Oui, et puis si on dit ça, c'est parce que cette fois-ci, ça serait survenu en contexte conjugal. Cette fois-ci, Marie-Claude Raymond, 51 ans, là, qui serait décédée plus avant 7 heures ce matin dans l'immeuble. Son conjoint Sébastien Lapointe, 37 ans, qui a lui-même appelé la police là, pour se dénoncer, a donc été arrêté là, dans les minutes qui ont suivi. Et là, ben, c'est surtout l'histoire qui entoure là, le décès de la femme, parce que on sait rien sur le contexte immédiat là, qui a mené à son décès. Mais on se comprend que c'est un couple, selon les témoignages, à peu près tout le monde qui habitait dans le même building, qui habitait autour, qui faisait plus que battre de l'aile, là, qui se battait tout court, là, qui avait des difficultés conjugales, qui les gens chicanait souvent. Crier, les gens avaient vu la police aller là plus qu'une fois, mais là, c'est ça qui est... Les policiers venaient d'y aller. Là. Oui, ils seraient allés là, quelques heures soir, à peine. Cette nuit, hier soir, en fait, ou cette nuit. Oui, ils seraient allés, donc, on parle de violence là, qui aurait dégénéré. 2 personnes qui auraient des problèmes de consommation là, également, là, ce qui pourrait donner, on se comprend, de l'eau au moulin là, de leurs problèmes conjugaux. Et là, ben, malheureusement, semble-t-il que ça a assez dégénéré pour que la femme décède, soit assassinée, là, vraisemblablement par son conjoint. On verra qu'est-ce que le reste de l'enquête policière va dire, là, parce qu'ils l'ont interrogé une bonne partie de la journée. On se comprend, là, lui, Sébastien Lapointe, qui n'a pas d'antécédent criminel non plus, mais c'est encore une fois une histoire bien triste là, qui est rapportée, ce que toutes les apparences là, d'un féminicide pour l'instant. Il va falloir voir, surtout Mario, à quel point cette intervention-là, hier soir, est-ce qu'on aurait pu en faire plus? Ben, c'est ça. Puis là, en même temps, j'essaie de raisonner ça. On se dit, bon, encore une fois, parce que c'est pas la première fois, les policiers viennent d'y aller. Mais quand j'écoute les voisins qui disent que les policiers sont allés plusieurs fois, probablement que les policiers, là, je me mets dans leur peau. Là, ils ouvrent leur fichier de bon, encore telle adresse, ça fait 8 fois qu'on y va, mettons, depuis 2 ans, ou peu importe. Encore eux autres. C'est probablement comme ça qu'un policier se dit, il faut qu'ils prennent l'affaire au sérieux, mais il se dit, bon, encore là, retourne là, bon, ça chicane, essaye de calmer ça. Toutes les fois d'avant, il n'est rien arrivé, là, tu comprends? Ils ont eu la paix pendant quelques semaines avant de rappeler la police. Là, ils sont rappelés et décédés. C'est certain. Ouais, pour les policiers, c'est pas facile, surtout que dans des cas comme ça de violence conjugale, là, c'est quelque chose qu'on entend dans les milieux policiers. S'il y a personne qui porte plainte, ils peuvent arrêter personne, véritablement. Ils peuvent donner une amende, par exemple, parce qu'il y a trop de bruit ou qui dérange le voisinage ou quoi que ce soit. Mais après ça, si t'as ni le conjoint ni la conjointe qui porte plainte, tu viens, ils sont en train de s'engueuler, de se taper dessus, personne porte plainte. Non, puis si les deux se crient après, ça dérange les voisins, quelqu'un appelle la police, mais t'embarques-tu les deux? T'amènes-tu les deux des amènes-nous au poste, en prison? En vertu de quoi? Tu sais, c'est pas des interventions faciles pour les policiers, c'est pas comme s'il y avait une recette, mais c'est certain que quand aujourd'hui ça ressort, les policiers, il va y avoir enquête sur leur travail, ils sont allés quelques heures avant, le meurtre a eu lieu, il va y avoir vérification du travail policier, qu'est-ce qu'ils ont constaté, quelles décisions ils ont prises. Ouais, j'ai hâte de voir la suite là, dans cette histoire-là. Tout savoir en 24 minutes. Sinon, ben, c'est aujourd'hui que paraissait le rapport préliminaire sur l'ingérence étrangère. Parce que oui, la commissaire Marie-Josée Hogg n'a pas chômé, Mario. Là, on a eu tout un rapport volumineux, là, 227 pages de déposer aujourd'hui, alors qu'il va y avoir un rapport final d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'on dit. Mais là, les premières conclusions, oui, il y a eu de l'ingérence étrangère dans les élections et de 2019 et de 2021, mais on constate d'un autre côté qu'il n'y a pas eu d'incidence là, directe sur le résultat du scrutin. Mais ça, on le savait déjà, en ce sens que même, mettons, les conservateurs, là, Erin O'Toole, l'ancien chef conservateur, dans sa version la plus alarmiste, où il disait, ils nous ont attaqués, je pense que c'était le maximum, le plus gros chiffre, c'était 9 circonscriptions. Or, le résultat de la dernière élection s'est réglé par une quarantaine de circonscriptions, donc plus que les 9. Donc, on savait que ça n'avait pas changé qui détient le pouvoir ou qui forme le gouvernement. Ceci dit,
la juge Hogg, à mon avis, arrive avec un rapport beaucoup plus crédible que David Johnston avant, qui avait son rôle de rapporteur spécial, parce que lui avait tout minimisé ça, avait dit, ben, étant donné que ça n'a pas changé le pouvoir, c'est pas grave. On s'en fout un peu. C'est pas grave. Alors qu'elle dit, non, ça entache le processus, ça peut pas rester comme ça. Elle arrive avec un niveau de gravité, à mon avis, qui est beaucoup plus connecté avec la réalité. Oui, et surtout qu'elle diverge sur un point particulièrement important avec, justement, M. Johnson, c'est qu'elle dit que ce serait d'une plus grande pertinence d'avoir une commission d'enquête publique sur l'ingérence étrangère de manière globale là, au Canada. Pas juste sur ce qui s'est passé dans les élections, mais juste une grande commission d'enquête publique. Là. Elle dit que ce serait vraiment pratique, parle de l'ingérence étrangère, particulièrement chinoise aussi, là, qui s'est démarquée dans plusieurs cas, là, soit par exemple pour un candidat conservateur, là, M. Kenny Chiu en Colombie-Britannique, une espèce de stratagème de désinformation concertée de médias chinois qui sont ici au Canada, des agents du Parti communiste chinois. Dans d'autres cas, par exemple, le député libéral Han Dong, lui, son investiture, là, vraiment aurait été entaché par des votes d'étudiants chinois envoyés par quelqu'un lié au Parti communiste chinois. Ouais, voilà. Et là, ben, on dit, regarde, ça n'a pas changé le résultat des élections. C'est quand même assez grave. Puis moi, ce que j'ai retenu particulièrement là-dedans, Mario, là, c'est qu'il explique que ben, la nature multiculturelle du Canada, là, le grand projet, le grand multiculturalisme, toutes les cultures au même pied d'égalité dans le reste du pays, ben, ça nuit dans la lutte qu'on fait contre l'ingérence étrangère, en expliquant que ben, c'est certain qu'ici, on veut pas aller nuire ou aller prendre des mesures qui seraient particulièrement stigmatisantes pour certaines de nos communautés, mais en même temps, le problème, c'est que l'ingérence étrangère, ça vient particulièrement de pays qui sont autoritaires, là. Des pays dans lesquels il n'y en a pas vraiment de droit. T'as un gouvernement qui est souvent dictatorial, puis qui, eux, ont les coups des franges pour prendre à peu près toutes les mesures qu'ils veulent pour venir s'ingérer dans les élections ailleurs. Donc, c'est une bataille qui est inégale, là, quand on pense à la Chine, par exemple. Donc, c'est assez intéressant. Moi, c'est surtout ça que j'ai retenu. Maintient que le système électoral canadien est quand même robuste, qu'on peut avoir confiance. Mais que ça l'a attaché et donc que des mesures doivent être prises pour le protéger pour le futur, parce que moi, c'est la réflexion qu'il faut avoir vers l'avenir, parce qu'avec tout ce qu'on voit de l'intelligence artificielle, la capacité de fabriquer, mettons, un faux film, une fausse image de Justin Trudeau en train de dire telle phrase, ou Pierre Poilievre, avec une image, tu peux faire parler la personne avec sa voix. Avec la puissance des réseaux sociaux pour multiplier. Puis tu prends une fausseté, là, puis tu peux la multiplier par 1 million en 24 heures. Ouais, puis t'as beau la corriger après, les gens l'ont vu. Les gens l'ont vu. Le mal est fait. Le mal est fait. Fait que c'est pour ça que je me dis, oui, on est à une étape de se poser des questions plus que jamais sur l'avenir, parce que les capacités technologiques pour une puissance étrangère qui veut déstabiliser un pays démocratique vont aller en augmentant. Il va y avoir de plus en plus de possibilités technologiques. Il faut être vigilant pour se protéger de plus en plus. Oui. Puis il y avait l'autre point aussi qui était assez important. Là. C'était de savoir, dans son mandat, est-ce que Justin Trudeau, sa garde rapprochée, ont été assez bien mis au courant, là, dans le sens, est-ce qu'ils ont été mis au courant puis ils ont ignoré l'information qui s'en venait jusqu'à eux, ou il y avait tout ça, ils n'en ont rien fait, ou ça n'a jamais parvenu. Selon ses observations, elle dit, il n'y a pas eu de mauvaise foi, il n'y a pas de moyen de vérifier qu'on a retenu de l'information, de décider de ne pas agir. Mais par contre, elle dit, regardez, c'est pas normal que ce soit pas rendu aux oreilles du premier ministre, de sa garde, que ces informations-là n'aient pas circulé ou aient été mal comprises dans certains cas, puis que ça aussi, il faudrait enquêter là-dessus. Donc, on apprend peu de nouvelles choses dans ce rapport-là. Ça vient surtout confirmer beaucoup de ce qu'on savait déjà. Et établir dans un rapport que le problème est sérieux. Tout savoir en 24 minutes. Puis parlant d'ingérence étrangère... c'est un peu relié, hein? Absolument, c'est un peu relié, même si on ne parle pas directement de la Chine, mais plutôt de l'Inde, alors qu'aujourd'hui, la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, a annoncé qu'ils ont arrêté des suspects en lien avec le meurtre de ce leader de confession sikh, Hardeep Singh Nijjar, qui a été assassiné, je le rappelle, en juin dernier en Colombie-Britannique, abattu devant son temple par balle. Et là... Et c'est le cas pour lequel Justin Trudeau s'était levé en pleine chambre des communes. Là, à la surprise générale, personne n'avait vu venir ça. Et il avait carrément, dans une allocution, accusé le gouvernement indien d'avoir commandé l'assassinat du type. Un événement qui avait fait le tour du monde en septembre, s'était levé pour justement accuser directement un autre gouvernement, ce qu'a démenti l'Inde en bloc. S'en est suivi une espèce de crise politique entre le Canada et l'Inde. Puis là, je rappelle, des représailles, des gels de demande de visa, de l'expulsion de diplomates canadiens qui étaient stationnés en Inde. Et là, depuis ce temps-là, mais c'est surtout, il y a une espèce de silence des alliés du Canada là-dedans qui ne voulaient pas aller froisser le gouvernement indien. Il y a eu une accusation qui était déposée aux
États-Unis aussi qui était venu donner du poids un peu à ce qui se passait ici, mais sans plus. Mais là, des arrestations, sans qu'on dise exactement qui sont les suspects, dans quel contexte, comment. On parle, j'ai vu quelqu'un utiliser l'expression tueur à gage, c'est l'expression qu'on a employée, mais là, c'est des gens, si t'es employé par une puissance ou par quelqu'un pour faire un job de même, tu portes naturellement le titre de tueur à gage, mais on est quand même curieux de savoir un peu c'est qui ce monde-là, là, tu sais, si-tu des gens politiquement impliqués, c'est-tu des professionnels déjà là, d'une armée d'ailleurs, ou c'est-tu juste des citoyens qui font des sales jobs pour arrondir leur fin de mois puis qui ont un métier qui sont genre plombiers dans le pays. T'sais, on est curieux un peu d'en savoir plus, savoir c'est qui exactement ces gens-là. Ouais, voilà, donc on verra qu'est-ce que l'enquête va donner, là, parce que de les avoir dans les griffes de la police, comme ça va permettre aussi de les interroger, peut-être d'avoir des nouvelles informations aussi. Donc, bien hâte de voir ce que ça pourra donner, parce que on peut quand même spéculer sur le fait que Justin Trudeau a hâte là, que ça donne des résultats, cette enquête-là, parce que pour s'être levé, avoir affirmé beaucoup de choses, pour pas avoir donné beaucoup de preuves, c'est pas facile dans les relations. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Vendredi, on approche de la fin de semaine, mais surtout, on va approcher bientôt de la semaine complète de ce campement qui s'est installé, le pro-palestinien à McGill. Et alors que le premier ministre François Legault a persisté, signé aujourd'hui en disant « Je veux que la police démantèle ce campement-là », du côté des manifestants, on n'est pas prêt de partir. Là, du côté de la police, on n'est pas en mode d'intervention d'urgence du tout non plus, mais vraiment pas. Là. Aujourd'hui, il y avait comme 2 autos de police à peu près qui est observables dans le coin, qui font juste s'assurer qu'il n'y a pas de débordement. Je faisais la remarque ce matin à LCN. Tu sais, si François Legault hier n'avait pas parlé de ça dans son point de presse, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'en parlerait même plus. Il y a plein d'autres nouvelles, d'autres affaires qui sont arrivées. Puis peut-être par là que ça passe aussi. Tu sais, un campement, un moyen de pression, une fois que t'es là, puis tu campes, puis personne n'en parle, là, c'est moins stimulant. Hein? Oui, c'est avant qu'il annonce du beau temps, ça peut être le fun de camper. Oui, on se comprend. Le mouvement reste quand même là, symboliquement important pour ces gens-là. On parle quand même d'un soutien qui est joint. D'ailleurs, là, c'est plus juste des étudiants qui sont là. Il y a des professeurs même des universités, McGill, Concordia, qui sont allés joindre le mouvement aussi, qui comparent tout ça, mais un peu à ce qu'on a vu durant la guerre du Vietnam, par exemple, l'apartheid en Afrique du Sud. Ça a commencé avec des mouvements de contestation étudiants là, qui se sont installés et qui ont manifesté parfois quand même avec beaucoup de grabuge là, pour justement réclamer la fin d'un conflit ou d'un système. Là, de voir qu'il y a des gens qui continuent de camper, puis il risque d'y en avoir d'autres encore aussi. Mais pour eux, c'est encourageant. On parle de denrées qui arrivent là, en tout genre, de gens qui sont censés venir rejoindre le campement aussi durant la fin de semaine, puis qui gardent, veut pas, dans l'actualité, le sujet de ce qui se passe à Gaza aussi. Donc, pour l'instant, ni la police sans vouloir bouger, ni les manifestants. Ce matin, François Legault a commenté ses propres propos. Et il faut toujours retenir chaque mot. Il a redit, oui, je l'ai dit, puis je l'aurais dit, là, je veux que le campement soit démantelé, c'est ce que l'université a demandé, puis on n'a plus l'université là-dedans. Mais il dit, là, pour le faire, on s'en remet à la police. Comment ils vont le faire et quand? C'est pas banal. Et quand ils vont le faire? Ils pourraient le faire dans 3 semaines, François Legault pourrait dire, je leur ai dit qu'ils pouvaient le faire à leur délai. C'est la police qui choisit le moment. Mais en fait, dans les faits, François Legault n'a pas autorité sur la police de Montréal. C'est pas lui le boss du SPVM. Actualité. Mais quelle histoire, Mario, parmi les histoires de fraude, celle-là est assez spectaculaire, merci. Le juge aujourd'hui a condamné une famille au complet au Palais de justice de Montréal pour avoir fraudé le CHUM, entre autres, ici à Montréal. Mais pas une petite fraude. Là. Incroyable. 1,5 million de dollars qui ont été détournés, puis pas sur 1 an ou 2. Mais c'est pas tant le CHUM qu'un fonds dédié à la recherche. Là, c'est sur le cancer de la prostate. Puis c'est vraiment des termes là, qui ont été utilisés assez fort, merci, par le juge en parlant d'un crime odieux, choquant, immoral autour de tout ça. Puis surtout une famille qui est impliquée là-dedans. Là. Je résume un peu tout ce qui s'est passé. C'est Sylvie Dagenet, qui est la mère de famille, qui est à la tête de la fraude. C'est vraiment elle qui a pris l'initiative dans cette histoire-là. Commence à travailler au début des années 2000. Là. Tu comprends? Ça a duré 14 ans, cette fraude-là, au grand complet. Elle travaille pour le service d'urologie du CHUM. Et là, travaille avec le chef de ce service qui a une confiance absolue en Mme Dagenet. Et là, grâce à la confiance qu'elle se fait donner, réussit à devenir coordonnatrice d'un fonds de recherche pour le cancer de la prostate. Et là, en s'impliquant là-dedans, commence à détourner des fonds. Là, double rémunération pour des actes, des factures qui sont complètement bidons aussi d'un autre côté. Et puis elle sort l'argent.
sort de l'argent. Pour elle. Sort de l'argent. Puis là, finit par impliquer son mari, Danny Edsbury, 61 ans, leurs 2 enfants, 34, 37 ans, Francis et Carl. Toute la famille embarque dans la criminalité. Puis là, sort de l'argent, pompe de l'argent. Hey, 14 ans de temps jusqu'à accumuler. Là. On se comprend? Peut-être que s'il avait détourné des montants un peu plus petits, si on veut, plus modestes. Jamais rendu compte, hein? C'est fou, hein? Probablement jamais rendu compte, mais c'est comme dans beaucoup de cas criminels, Mario, exactement ce qui est arrivé, là. Ils ont fini par avoir les yeux plus gros que le ventre, ils sont mis à prendre de l'argent, en croyant qu'ils se feraient jamais pincer, là, selon ce que décrit l'acte d'accusation. Et là, c'est un déménagement de bureau, finalement, qui a comme inventé toute l'histoire des années après, et qu'on s'est rendu compte qu'elle détournait des fonds. Et là, on se comprend, c'est des fonds pour le cancer. Faut-tu avoir du culot? Donc, au total, tu disais 1,5 million qui ont été 1,5 million de dollars. Le juge n'a pas été tendre. Là. Je voyais les peines, on compte en années. Là, hein. C'est 6 ans pour elle. Mais... Ouais, 6 ans pour elle, doit rembourser aussi. C'est les montants là, qu'on doit récupérer parce que c'est bien beau la prison, mais il y a de l'argent pour des fonds de recherche du cancer qui sont détournés. On parle de 562 000 $ qu'elle va devoir redonner au bout de ses 6 ans de pénitencier. Elle a 12 ans en tout et partout pour rembourser l'argent. Sinon, elle retourne en prison pour 3 ans si elle ne parvient pas à rembourser ça. Son mari, 4 ans de détention, doit rembourser presque 700 000 $. Les 2 enfants, eux, c'est de la prison 2 jours, là, 2 ans moins 1 jour à domicile qu'ils vont faire. Vont devoir rembourser eux aussi des montants. Donc, évidemment, je pense pas que ça va réussir à rembourser l'ampleur de tout ce qui a été volé à ce moment-là, mais quelle histoire, puis surtout quelle chance là, d'avoir réussi à les attraper finalement. Ouais, mais l'idée, c'est le juge, oui, c'est de punir, récupérer l'argent, mais c'est aussi un effet dissuasif. Là. C'est de dire, tu sais, il y a toujours ça dans un jugement, de dire à tous les autres qui ont le goût de frauder, regarde, tu vas faire de la prison. Puis non seulement tu vas faire de la prison, mais tu n'auras pas le fruit de ta cochonnerie. Là. Tu ne vas pas le placer, tu vas devoir leur donner puis un peu plus. Donc pour enlever toute tentation de jouer dans ce genre de scénario-là. Économie. Mais parlant d'argent puis d'argent perdu, Mario, quelle histoire qui est racontée dans les pages du Journal de Montréal par nos collègues là, Olivier Fauché puis M. Laurent Lavoie, si je ne m'abuse, qui parle d'un copropriétaire d'un bar de Montréal, lui qui possède le district Vidéo Lounge, bar emblématique du village gay de Montréal, mais qui doit dépenser en ce moment, là, qui est fermé depuis une couple de jours, avec 100 000 $ de rénovation, là, 100 000 $, tout ça à cause des plaintes de bruit d'un voisin qui se situe juste en face. Mais là, il y a plainte de bruit, puis il y a plainte de bruit. Là. Lui, il se dit victime, ni plus ni moins, là, d'un harcèlement là, de plaintes qu'il reçoit constamment pour le bruit. Là, je veux bien, là, c'est pas un particulier qui fait un party devant chez vous, c'est un bar. C'est un bar qui est installé là. C'est un bar dans le quartier des bars. Voilà. Et là, dit, regarde, là, c'est de la rénovation, 100 000 $ maintenant, c'est tout ça, c'est la façade qu'on rénove pour pas qu'il y ait de bourdonnement de musique qui s'entende de l'autre côté de la rue. Puis là, il dit qu'il y a eu récemment... Mais qui lui a imposé? C'est ça un peu la question. Là. C'est le même voisin. On parle d'un résident de 66 ans qui habite juste en face, qui refuse de répondre là, aux demandes d'entrevue, là, nos collègues du journal, qui lui, ironiquement, a eu même un constat d'infraction pour du bruit en 2016. C'est ce qui a été révélé. Qui veut pas parler, mais qui demande constamment, il fait des plaintes et des plaintes. Puis là, semble-t-il qu'on doit se déplacer là, constamment depuis 7 ans pour aller là, devant la cour, contester l'étiquette de plainte de bruit là, jusqu'à ce que finalement, après avoir estimé... Parce que la ville donne raison, monsieur. C'est ça qui est spécial. Le cabinet de mairesse Plante dit qu'ils soutiennent les responsables du bar dans leur démarche qui s'avère nécessaire suite aux plaintes de bruit récurrentes reçues. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mais ça? Mais les plaintes de bruit, ils portent plainte à la police, à la ville? Constamment à la police, ça a l'air. Ouais. Plainte de bruit, ils portent constamment plainte à la police. Puis là, parle 26 000 $ d'amende de la ville de Montréal, quand même. Là. Fait que le soutien qui est apporté par la ville, il n'est pas super visible de ce côté-là. Donc, après ça, on explique du côté du cabinet de Mme Plante qu'on va revoir la réglementation sur le bruit dès cet été à Montréal pour être capable de donner du lousse un peu aux propriétaires de bars. Mais quand même, pour des plaintes comme ça, c'est de l'argent dépensé en maudit. Le Monde. Sur la scène internationale, Emmanuel Macron continuait à faire beaucoup de bruit sur la scène, évidemment, du conflit qui se situe en Ukraine. Et du bruit pas mal. On se souviendra ses propos qu'il avait tenus en disant non, on ne peut pas enlever l'hypothèse qu'un jour, on va devoir déployer des troupes de l'OTAN, des troupes occidentales, sur le sol ukrainien pour éviter que la Russie finisse par s'emparer du pays.
Mais là, il en a remis une couche, là. Donné une entrevue, puis... Une grande entrevue, là, au magazine, prestigieux magazine The Economist, puis c'est lui qui fait, comme on dit, la grosse une, là. Ouais, il fait la page couverture, puis explique qu'en ce moment, il a demandé à ses militaires, là, ni plus ni moins, des militaires de l'armée française de se préparer à une éventuelle mobilisation, parce que une armée, on se comprend, tu ne revires pas ça sur un 10 cents. Tu dois faire de la préparation, il doit y avoir des exercices qui sont faits, des plans, des hypothèses qui sont formulées sur un déplacement, un déploiement sur le terrain, une manière d'opérer, un théâtre d'opération. Et là, les forces françaises, et même le général de l'armée française, Dominique Trinquant, qui lui aussi a appuyé le commandant en chef, Emmanuel Macron, en expliquant que les troupes se préparent et que la Russie devrait être au courant là, en ce moment, que les troupes françaises vont être prêtes à intervenir s'il y a quelque chose. Parce que une partie de son argumentaire, c'est que on peut pas l'exclure. La preuve étant, on a exclu d'envoyer des tanks. Finalement, à l'Ukraine, on a envoyé des tanks. On a exclu toute aide au niveau de l'armée aérienne. Finalement, on a envoyé du soutien aérien. Là, quand on parle d'envoyer des troupes au sol, tout le monde dit non, pas des troupes au sol. Mais là, les choses précédentes qu'on avait exclues, lorsqu'elles sont devenues nécessaires, on a été obligé de changer d'idée. Fait qu'il dit on peut pas l'exclure. Par contre, je sais pas, la France ne pourra pas faire ça toute seule. Là. Non. C'est soit une coalition européenne, soit l'OTAN. Mais là, l'OTAN, c'est les États-Unis. La moitié de l'OTAN, la moitié de l'influence à l'OTAN. Je dis la moitié, j'en mets peut-être pas assez, mais mettons la moitié de l'influence à l'OTAN, c'est les États-Unis à eux tout seuls. Fait que... T'es-tu en train de dire, Mario, que la toute puissante armée canadienne, avec tout le matériel qui fonctionne, tous nos équipements modernes, dernier cri, n'aurait pas de poids là-dedans? Je pense qu'on peut donner notre opinion de la façon suivante. Moi aussi. On va venir, ça nous tente, nous aussi. Moi aussi. Non, effectivement, ça prendrait vraiment une mobilisation complète, mais quand même de voir, puis l'argumentaire est intéressant là-dedans, d'expliquer, c'est bien beau de dire on pourrait intervenir un jour, envoyer des troupes. Si les troupes sont pas prêtes à être déployées, ce n'est que du bluff. Et c'est ce qu'on a voulu réitérer du côté français. Mais au cœur de son message, c'est l'ampleur de la menace que représente. Et c'est là que tout le monde s'entend pas. Il y a des gens qui disent, on ne va pas une guerre mondiale avec ça, c'est pas important, c'est un caprice de Poutine, l'Ukraine. Alors que le président Macron dit non, le président russe a une volonté d'envahisseur beaucoup plus large vers l'Europe. Oui, voilà, donc ce sera à suivre tout ça, Mario, très intéressant. Le Monde. En terminant, c'est un autre témoignage important qui s'ouvrait aujourd'hui au procès pénal de l'ex-président américain Donald Trump, et cette fois-ci, c'est son ancienne conseillère politique, une des membres de son cercle rapproché, peut-être la première qui vient de témoigner du cercle très, très intime du milliardaire républicain à l'époque où il se lançait dans la campagne de 2016. Et Hope Hicks, de son nom, était nerveuse aujourd'hui. Elle est venue témoigner, a évité de croiser le regard de M. Trump, son ancien patron, qui écoutait témoigne contre lui. Absolument, témoigne contre lui pour venir expliquer le contexte général qui s'est orchestré en 2016 avant qu'on finisse par faire le paiement à l'ancienne star du X, Stormy Daniels, des paiements qui sont déguisés en manipulation comptable de l'entreprise de M. Trump, ce qui est bien évidemment le cœur de cette histoire-là. Mais surtout, ça a permis d'établir, comme je l'ai dit, l'avant, si on veut, l'avant-paiement, parce que tout ça, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont oublié, mais ça vient dans le contexte plus large où M. Trump avait dû faire face à sa campagne à la fameuse vidéo qui a été publiée, les extraits que le Washington Post a obtenus de M. Trump qui parle, la fameuse vidéo « Grab them by the pussy », je suis désolé pour les termes, « attrapez-les par la chatte », où il parle du fait que quand tu es une célébrité, tu peux... Tu fais ce que tu veux avec les femmes. Tu fais ce que tu veux avec les femmes. Et elle racontait comment, dans l'équipe de campagne, on avait reçu cette nouvelle-là, vu la vidéo, entendu ce qui se disait, comment on était entré en mode crise, vraiment gestion de crise. Et c'est dans cette suite-là qu'on aurait voulu éviter qu'il y ait un autre scandale de plus. Puis de savoir publiquement que M. Trump trompait sa femme avec Stormy Daniels, une star du X, pendant qu'elle était enceinte d'un de ses enfants. Disons que ça n'aurait pas été beau pour la campagne. Ouais. Voilà, donc ça a permis de dresser un peu le portrait autour de tout ça. Le procès va se continuer les prochaines semaines. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.